La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Alexia, ça va ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Ouais, très bien. Bienvenue sur le podcast. Je suis très content de te recevoir sur Tronche de Tech aujourd'hui. Pour la petite histoire, en fait, moi je te connais Alexia parce que j'ai fait ton cours d'animation CSS sur Open Classroom il y a quelques années déjà, que j'avais trouvé très cool, qui m'avait ouvert les yeux sur le pouvoir du CSS. Ça me donnait, moi qui étais plutôt, tu sais, orienté back-end, ça m'avait vraiment donné envie de faire plus de front. Donc, puis t'avais un côté très Mathieu Nebraesque, tu vois, dans la façon de faire les cours. Mathieu Nebra, qui est le créateur d'Open Classroom. Donc voilà, donc je t'ai retrouvé sur LinkedIn et puis j'ai eu envie qu'on fasse un épisode ensemble. Donc c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Voilà. Bah, merci de me recevoir. Ben non, avec plaisir. Donc, Tronche de Tech, on va parler de toi, de ton parcours. J'ai plein de questions pour toi. Mais avant d'embrayer sur les questions que j'ai l'habitude de poser, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ? Alors, donc, je suis dans le monde de je travaille dans le monde de la tech depuis pas mal de temps. Je suis développeuse web et j'adore et j'enseigne beaucoup. Ça fait 3 phrases. Ça fait 3 phrases, parfait. Des petites. Ouais, c'est ça. Chacun choisit sa longueur de phrase. Et bah très cool. Et est-ce que tu peux me raconter comment t'es arrivé dans le monde de la tech, toi ? Ouais. Alors moi, j'ai pris un chemin un peu détourné parce que rien ne m'y prédisposait avant. En fait, si on m'avait dit quand j'avais une petite vingtaine d'années, que j'irais dans la tech, je me disais, j'y aurais jamais cru. En fait, donc j'ai fait des études qui ont rien à voir. J'étais en sciences sociales, donc j'ai étudié les affaires publiques. Et il y a eu un moment dans ma carrière où j'étais un petit peu perdue, où je savais pas trop dans quel domaine aller. Et donc j'ai cherché ce qui m'attirait le plus. Et donc j'avais vu une conférence de Xavier Niel qui disait tout le monde doit apprendre à coder. Et je me suis dit waouh, c'est trop bien. Donc je me suis ouvert à la tech à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait des stages. Donc c'est un bon moyen quand t'es étudiante pour tester. Et toujours dans ton cursus sciences sociales ? Ouais. En fait, j'avais pu faire En fait, alors à la base j'étais en affaires publiques, mais j'ai demandé à faire une année de césure. Okay. Et ils t'autorisaient à faire au moins un stage qui avait rien à voir avec ce que t'étudiais. Et donc j'avais fait un stage en marketing. Et donc le premier stage, j'étais assistante marketing dans une boîte d'impression 3D. Enfin, assistante marketing, c'est ce mot un peu fourre-tout où en fait je faisais du contenu globalement. Okay. Et je me souviens, donc c'était une boîte qui faisait de l'impression 3D sur demande. En gros, t'envoyais tes fichiers et tu recevais tes objets imprimés en 3D chez toi. C'était quoi ? En fait, c'est le début des imprimantes 3D, c'est ça ou... C'était l'idée de rendre accessible à n'importe qui des imprimantes 3D hyper professionnelles. Parce que ça, des imprimantes 3D, c'était pas les petites imprimantes où t'as du fil qui se dépose, c'était des énormes machines au niveau industriel, en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, n'importe qui. Il me semble que ça s'appelle Sculteo, la boîte où je bossais. Et ça existe encore, il me semble. Ça a juste été racheté. Mais voilà. Et donc, je me souviens, et eux, ils faisaient ce qui était super intéressant, en fait, c'est qu'ils faisaient un software qui permettait de traiter directement quand les gens uploadaient un fichier 3D pour que ce soit imprimable. Ok. Et donc, je me souviens, je passais derrière l'écran des devs, je m'entendais super bien avec les devs de la boîte.
Et je voyais tous ces écrans noirs et je me disais, mais c'est incroyable, c'est génial. Je me voyais un peu comme dans Matrix. Ah. Et mais ouais, Et là, mais du coup, t'as pas touché à ça à ce moment-là, si, quand même, ou... non, j'ai pas du tout touché à ça à ce moment-là. Enfin, j'avais un blog sur WordPress où j'avais bidouillé du HTML et du CSS, et je me souviens voir les balises et bidouiller, pas comprendre ce que je faisais. Il se passait des choses. J'essayais, mais j'avais même pas le réflexe de googler, en fait. Juste, je bidouillais par moi-même et je voyais ce qui se passait. Mais du coup, t'avais quand même affiché le code source et t'avais quand même eu ces premières démarches-là, en fait. Ouais. Okay. J'avais affiché le code pourquoi, source. Comment tu savais, en fait? Tu t'es dit par curiosité, t'avais demandé à quelqu'un? En fait, quelqu'un que je connaissais m'avait fait mon WordPress. Et après, j'allais pas embêter la personne à chaque fois. Donc j'essayais d'aller bidouiller et je me souviens de toucher en fait des choses sans rien comprendre, mais il se passait des choses. J'arrivais à aboutir à ce que je voulais. Et donc ça, c'était mon premier contact avec la tech. Et jusqu'à ce que, de fil en aiguille, je continue à découvrir le monde de la tech et je me dise, en fait, à la fin de mon diplôme, j'adore, enfin, c'est très intéressant, mais j'ai pas envie de travailler là-dedans, dans les affaires publiques. J'ai pas envie de passer les concours de la fonction publique. Et donc, j'ai atterri à l'école 42. Ah, tiens, pardon, 42 un peu. C'est ma question suivante qui va être liée, du coup. C'est quoi le pire souvenir de ta carrière ou de tes études, du coup? Ouais, moi, c'était à 42, Ouais. le 5e jour de ma piscine. Donc, je sais pas si, peut-être que tout le monde ne sait pas ce Peut-être que c'est explique, une piscine. Voilà. La piscine, c'est en gros aussi bien une épreuve pour rentrer dans l'école que une espèce de mise à niveau pour tout le monde, pour que tout le monde parte avec les mêmes bases dans le cursus. Et donc, pendant 1 mois, on est 7 jours sur 7 à travailler ensemble. Donc, il y a des projets en solo, des projets le week-end avec d'autres personnes. Je pense que c'est la façon de travailler la plus intense que j'ai vécue de ma vie, mais hyper stimulant. Et en plus, à l'époque où je l'ai fait, c'était vraiment dans cet état d'esprit militaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus soft. Ils savent que d'être dans cette démarche militaire, c'est pas du tout inclusif. Et il y a des profils qui peuvent être brillants dans la tech qui vont se sentir exclus. Et donc moi, à l'époque, c'était encore dans cette démarche-là. Et c'était donc tous les jours, tu avais des nouveaux exercices à valider et ça avançait, même si tu avais pas compris, même si tu avais pas validé. Parce que tu tous les jours, tu as des nouveaux exercices, même si tu pas fini les précédents, c'est ça? Ou c'est ça. C'est pas toi qui te débloques, en fait? Ouais, OK. Maintenant, ils font ça. Tu débloques pour t'assurer que le socle est acquis pour passer à la suite. Mais moi, à l'époque, ça avançait quoi qu'il arrive. Rouleau compresseur. Et donc déjà, le 5e jour, voilà, le rouleau compresseur, c'est ça, m'était passé il m'avait roulé dessus. Et j'avais eu plusieurs zéros et j'avais pas du tout l'habitude. Moi, j'étais plutôt une bonne élève. Ouais. Et donc, un 0, alors que je mettais tellement d'efforts, c'était hyper dur à vivre. Ouais. Et donc, le 5e jour, donc le matin, je me souviens, j'avais vraiment les larmes aux yeux derrière mon écran et j'étais paralysée, j'arrivais plus à rien faire, je comprenais rien. Et donc, je me suis acharnée cette journée-là, malgré ça. Et le soir, donc le vendredi soir, c'est l'examen machine. Donc, c'était mon premier, donc ma première semaine à 42. Et l'examen machine, on doit tous se connecter sur une session et t'es pas connecté à Internet, mais t'as ta session et tu dois faire des exercices sur la machine. C'est pour s'assurer que personne ne triche et ne prend de ressources externes. En fait, d'accord, OK. Tu te retrouves sur un environnement déconnecté d'Internet, c'est ça? Où tu es tout seul, c'est-à-dire qu'il y a pas, chacun vous êtes isolés, c'est ça? T'as pas le droit de communiquer avec tes voisins. T'as pas le droit de communiquer, et là, t'as les exos à faire en live, en fait, c'est ça? C'est ça. Et donc, premier examen machine, j'essaye de me connecter. Ça, je vois le petit loader qui tourne et j'arrive pas à me connecter. Et en fait, il y a
une voix qui annonce au micro que la vie est injuste et que toutes les personnes qui n'arrivent pas à se connecter en fait peuvent rentrer chez elles. Et donc on sait que ce sera 0 pour ce premier examen. Ok. Et du coup, je suis rentrée chez moi avec vraiment la rage parce que je l'ai appris après, mais sur le coup, tu sais pas que ça n'aura pas d'incidence sur ton admission. C'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, tu as un 0, mais du coup, si en plus ça se passait pas si bien déjà dès le début, tu te dis potentiellement c'est à cause de ça que je vais pas continuer, quoi. Exactement. Et je me souviens avoir passé une sale nuit ce soir-là. Hyper injuste, Ouais, exactement. Et en fait, on était pas mal à avoir eu ça. On était quasiment plusieurs dizaines. Enfin, j'ai vu tout le monde partir du bâtiment en même temps que moi. Et en fait, du coup, moi, le lendemain, ça m'a donné une espèce de défi à me dire, mais ils vont voir, je vais pas me laisser faire, comme si c'était personnel contre moi, mais alors que c'était juste une défaillance technique. Enfin, les serveurs avaient pas géré autant d'utilisateurs. Et c'était tombé sur toi. Non, et c'est tombé sur moi. Et du coup, c'est marrant, ça t'a peut-être poussé un peu plus, cette injustice, en fait, tu t'es dit, je vais pas me laisser, enfin, c'est trop injuste, en fait, je vais pas me laisser avoir par cette injustice, je vais faire quelque chose. Et t'as dit un truc, t'as dit, que finalement, ça avait pas d'incidence. Pourquoi ça avait pas d'incidence, finalement? Alors, ça, c'était un grand débat, sur les critères de sélection de 42. C'est très opaque. Ils communiquaient sur le fait que il fallait qu'on montre qu'on est motivé, qu'on est régulier, mais on n'a jamais vraiment les critères d'admission de 42 pour la piscine. Mais au final, certains profils ont été pris, d'autres non. Et a priori, ça n'a pas joué en ma défaveur puisque j'ai été admise. Mais voilà. Et donc à l'issue de la piscine, tu veux dire, en fait, ouais. À l'issue de la piscine, j'ai été admise dans l'école. Ok. Et d'accord. Tu sais pas mais parce que du coup, déjà, je vais revenir un peu en arrière, mais déjà, toi, pourquoi tu vas à 42 et comment finalement t'es prise à 42? J'imagine que c'est pas très clair du coup, puisque tu sais même pas comment t'es admise après la piscine, mais comment t'es admise avant, en fait, au tout début, à la piscine pour qu'ils te sélectionnent. Pour rentrer dans 42? Ouais, c'est ça. Rentrer dans 42, c'est quoi la démarche pour toi? Pourquoi 42? Et est-ce que tu as une idée de... je veux dire, il y a une sélection aussi avant la piscine, non? Ou pas du tout? Ouais. Alors, il y a une petite sélection en ligne. Moi, en fait, j'ai atterri à 42 un petit peu par hasard parce que, comme je le disais, donc j'ai eu mon master et à ce moment-là, j'avais le choix de partir directement dans le monde professionnel, mais les débouchés me convenaient pas forcément. Ouais. J'avais une proposition pour être product manager et dans une des entreprises où j'avais fait un stage, mais t'aurais pu utiliser ça comme tremplin pour la tech, en fait, si t'avais. J'aurais pu. Ouais, j'avais déjà construit un tremplin pour aller dans la tech, mais j'avais vraiment envie de mettre les mains dans le code, en fait. Je pense que c'était plus fort, t'avais pas envie d'attendre. Ouais. C'est ça, et en fait, je me suis dit, si je pars tout de suite dans la tech d'une manière professionnelle, je prendrai jamais le temps de me mettre au code. Ou alors, il va falloir que j'attende des années. Et là, j'ai cette opportunité de le faire tout de suite après le diplôme. Et donc, ça m'intriguait. J'ai croisé une fille qui était sur un salon à la Maker Faire. Donc, c'est un salon de tech. Ouais, ok. Et de maker. Et en fait, j'ai dit, alors, 42, comment ça se passe? En plus, comment ça se passe d'être une fille à 42? Et elle m'a dit, ça t'engage à rien, tu peux t'inscrire, inscris-toi en ligne et tu passes les tests. Donc ça, c'est des petits tests cognitifs pour voir si ça peut nous plaire. Okay. Donc c'est de la logique. Rien à voir avec le code, en fait, ouais, ok. C'est des petits jeux, en fait, où tu dois faire avancer un personnage sur un parcours. Et donc, c'est de la logique de programmation de boucles et de conditions. D'accord. Et donc, fais les tests, tu verras si t'es prise et va faire la piscine, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Et en fait, j'ai atterri à 42 sans même comprendre ce qui m'arrivait. Ok. Ça t'a plu?
ça m'a tellement plu que encore aujourd'hui, je développe. Je suis développeuse. Trop cool. Autre question pour toi, Alexia. Est-ce que si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est TypeScript. Ok. J'ai commencé à faire... Alors, ouais, j'ai commencé à faire Peut-être TypeScript. TypeScript, ce que c'est pour... est-ce que Ouais. tout le monde connaît TypeScript? En gros, TypeScript, c'est ce qui permet de rajouter des types. Donc, quand on définit une variable, on va dire c'est un nombre, c'est une string, c'est un objet, etc. Et donc, ça permet ce qui n'est pas natif en JavaScript. En fait, en gros, en JavaScript, le typage se fait de manière dynamique, alors que donc à la volée, c'est le navigateur, enfin le langage qui dit j'assigne tel type à telle variable. Alors que dans d'autres langages, c'est codé avec le langage lui-même. Et en fait, ça permet et donc ça, j'en avais pas conscience. Au début, je me disais: «Oh là là, la syntaxe, elle est lourde, en plus, les erreurs, je comprenais rien, ça rajoutait du rouge partout dans mon éditeur de code», et donc j'avais fait ça c'était dans mon équipe, il y avait un dev qui avait porté ça pour convertir toute la base de code en TypeScript chez Payfit. Okay. Quand j'étais en stage à Payfit. Et je râlais. Et au final, maintenant, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et en fait, dans ma dernière expérience pro, en fait, c'est moi qui ai dit je vais me battre pour mettre TypeScript dans la code base. Parce que pour moi, c'est ce qui permet de beaucoup mieux communiquer sur le code, beaucoup mieux documenter le code, s'assurer qu'on fait pas des erreurs bêtes. Et en plus, ça a fait de l'autocomplete, donc c'est tout bénef. Ouais, et puis effectivement, tu as le compilateur qui t'aide à faire pas mal de choses, capturer des erreurs, etc. Mais bon, c'est un éternel débat, le typé versus non typé. Il y a des partisans des deux camps. Moi, moi, je fais beaucoup de Ruby, tu vois. Donc Ruby, c'est pas typé. J'aime beaucoup le Ruby. J'ai fait du Go où c'est typé, tu vois, où j'aimais bien le Go aussi. Et puis je viens du C++ aussi où c'était typé. Enfin bref, donc tous ces trucs-là, tu vois, j'ai fait un peu des deux. En fait, les deux, je trouve, ont des avantages et des inconvénients. Et je pense c'est vraiment, je sais pas ce que c'est en fait. Est-ce que c'est une question de tempérament ou pas, tu vois. En vrai, je crois que j'ai aucune envie qu'on mette. On essaye, hein, enfin ils essayent de mettre du typing dans le Ruby. J'ai aucune envie qu'on en mette dedans. Je trouve ça vraiment plus, je sais pas. En fait, il y a eu un gros débat parce que je sais pas si t'as vu sur Rails, le créateur de Rails. Donc Rails utilise aussi du JavaScript évidemment. Et en fait, il y avait du TypeScript un peu partout dans les librairies JavaScript liées à Rails, au fait par les créateurs de Rails. Et en fait, récemment, il a fait un gros un gros ménage où il a tout enlevé, où ça a fait des mécontents, etc. Mais je trouve qu'il avait fait un post qui était intéressant, où il expliquait qu'en gros l'histoire du typing versus pas typing, en fait, ça fait des années qu'on n'arrive pas à le trancher. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Et en fait, à la fin, c'est une question de préférence. Il n'y a aucun argument qui a convaincu les gens de manière absolue. Et il disait, en fait, ce qui est important, c'est votre plaisir à programmer, tu vois. Et lui, il dit, c'est un peu ça. Moi, mon plaisir à programmer, alors il fait un peu le dictateur là-dessus, hein. Mon plaisir à programmer, c'est pas d'avoir du typing partout. Ça m'enlève ma joie de programmer. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut chercher des fois aussi. Tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est difficile d'être dans des équipes où c'est l'inverse de ce que tu as peut-être l'habitude de faire. Donc bon, voilà, les gens se retrouvent aussi en équipe en fonction de ces préférences-là, quoi. Je sais pas si tu as ce truc, toi, de joie de programmer. Ah bah, ça, si j'avais pas ça, je pourrais pas faire de développement. Parce que, en fait, pour moi, c'est ce qui fait tout le métier aussi. C'est des petites étincelles dans ta journée où tu te dis ah c'est cool. Ouais. Et plus la période, enfin si t'es en tunnel sur moi par exemple une fonctionnalité en web et que t'as pas ce petit moment-là, enfin c'est compliqué parce que ça peut être tellement frustrant le métier de dev dans ton quotidien parce que il faut résoudre des problèmes et des fois résoudre des problèmes c'est pas facile. Puis des fois, Si t'as pas cette... voilà, t'y arrives pas. Et si t'as pas ces petites joies où vraiment ça te déclenche quelque chose, ça marche pas en fait. Tu saurais me dire c'est quoi, parce que tout le monde a, je pense, des joies différentes dans la programmation. C'est quoi un petit peu t'arrives à mettre des mots dessus sur c'est quoi les moments où t'as ces petits déclics?
C'est quand j'ai une interaction, enfin, c'est quand j'ai une interaction qui se passe bien, où je Ouais. clique et il va se passer quelque chose et il y a toute la chaîne. Là, j'ai vraiment le «Ah, Ouais. c'est cool». Même, si j'ai des personnes non dev autour de moi, je vais dire: «Ah regarde, alors oui, ça paraît tout petit, mais j'ai passé 2 jours sur ce bouton, parce qu'il y a tout ce qui se passe Ouais. derrière. Ouais. Mais voilà, ça marche» et puis alors là, s'il y a la petite animation qui va bien avec, la petite animation CSS, Ouais, c'est ouais, le toi, graal. c'est ton ouais, ouais, tu clairement, tu maîtrises bien ces sujets-là, ouais. OK, cool. Moi, je pense que tu vois, moi, c'est pas lié forcément à la programmation, moi, j'ai la joie de, comprendre un truc que je comprenais pas. Tu sais, Ouais, quand je comprends pas comment ça marche, et que j'arrive à moi à cliquer, tu vois, ce petit moment-là, ce petit déclic où, ça y est, j'ai compris le bug, ou j'ai compris comment ça fonctionnait, ou voilà. Ça, c'est mon moment où vraiment je me dis, j'ai passé une bonne journée, quoi. Tu vois, même si toute la journée c'était horrible, si ça se finit sur un moment comme ça, moi, du coup, j'ai ce truc-là. OK et tu l'as encore, parce Ouais. qu'aujourd'hui tu es CTO? Ah ouais, ouais, Ouais? ouais. Oui, oui, bah, moins, tu vois, parce que je code moins, mais effectivement, là, par exemple, je sais pas, la semaine dernière, j'ai pris quelques petits bugs, tu vois, ou même du, des choses sur débugger des requêtes SQL qui sont lentes, tu vois. Moi, comprendre pourquoi la requête, elle est lente, bah, à chaque fois, même si c'est un truc pas si compliqué, tu vois, des fois, ça me fait à la fin de la journée, je dis, ah, c'était une bonne journée. Alors que peut-être c'est les deux Ouais. seuls moments de ma journée qui ont été cool, tu vois. La journée, elle a été pleine de réunions pourries, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc, euh, enfin, j'ai l'impression que ça anime beaucoup de devs, ces petits moments, tu vois, Ouais. de joie de programmer. Je suis d'accord, c'est essentiel en Ouais. fait, pour moi. Ouais, sinon c'est là que tu deviens en fait entre guillemets une machine qui produit et qui s'ennuie, hein. En fait, tu trouves plus. Je veux dire, produire du code. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont la joie de produire du code, tu vois. Euh, je sais pas, purement produire, tu vois. Mais moi j'ai l'impression que ces petits moments particuliers, c'est vraiment ça qui à la fin, enfin tu t'en souviens. Ouais. Et puis il y en a qui doivent avoir la joie aussi de cleaner du code. Ah oui, c'est sûr. Non, Tu mais je l'ai sais? un peu aussi, ça je vois très bien. Oui, Ouais, ouais, quand tu vois la PR avec tout le rouge là, tu dis: ouais. «Ouh». Ouais, exactement. Non, mais cleaner. Et d'ailleurs, tu vois, c'est rigolo parce que je sais pas pourquoi, moi, je suis pas du tout quelqu'un de très ordonné dans la vie. Je sais pas toi, mais Ouais. cleaner le code, par contre, j'aime bien. Tu vois, là, vraiment, je prends un vrai plaisir, alors que, ouais, ranger ma chambre, ranger le salon, c'est pas derrière moi, tu vois, mais ça, c'est pas mon truc. Ouais. Oui, oui. Bah, surtout que tu sais que c'est du temps de gagner pour derrière, quoi. Ouais, il y a de ça aussi. Ouais, il y a de ça aussi. Parce qu'en fait, il y a ouais, ouais, il y a ce truc qui est rigolo, c'est que ranger dans le monde physique, tu sais, c'est Sisyphe, c'est infini. Ranger ton code, ben en fait, alors c'est infini aussi, hein, mais t'as le côté, tu sais, tu vas y repasser dessus en fait. Et à chaque fois que tu vas y repasser dessus, t'as l'impression que c'est un investissement en fait de ranger son code. C'est Mmh pas un mh. investissement de ranger sa chambre. Oui, bah, oui, je suis d'accord. euh, Alexia, après ce moment philosophique sur les joies du code, euh, c'est quoi la chose qui t'énerve le plus? Quand quelqu'un va s'attribuer alors la connaissance absolue d'un domaine. Enfin, ce qui s'appelle aussi tu sais, gatekeeping, en disant: Oui. «Moi, je sais, les autres, ou moi, je sais, moi, ce que je fais, c'est bien, toi, ce que tu fais, c'est nul» Ouais. et tu sais, de garder son domaine et d'exclure les autres, en fait. Ok. Là, moi, je l'ai pas mal vu. Alors, c'est une façon un peu détournée de faire ça, mais à 42 où, je sais pas si ça peut être attribué à du gatekeeping, mais quand, à 42, tu avais une manière de dénigrer les personnes qui faisaient du front, Ok. qui disaient: «Ah, de toute façon le front, c'est trop facile, c'est nul», et enfin pour dire qu'en fait, ça n'avait aucune valeur parce que, bah, toi, c'est ce que tu faisais le front, alors Mmh. qu'en fait, c'est juste qu'ils y comprenaient rien et qu'ils Ouais. avaient pas passé suffisamment de temps dessus et qu'ils voulaient pas le reconnaître. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Qu'ils étaient pas experts dessus, donc ouais, je vois très bien. Ouais, je vois très bien. et un peu alors, je sais pas si ça peut être, associé à du gatekeeping, mais et du coup, là, aujourd'hui, tu as ce même truc de dire: «Tel domaine, il fa moi je sais, moi j'ai la connaissance, Ouais. mais les nouveaux arrivants,
ne sauront Ouais. jamais aussi bien que moi qui suis là dans le domaine depuis 10, Ouais. 15, 20 ans. Ouais, c'est un peu là une bonne manière de devenir ce qu'on appelle un vieux con, hein, pour parler clairement, tu vois, à partir du moment où c'est un petit peu ce côté je maîtrise tout. Puis des fois, c'est aussi ce qui te pousse à arrêter d'apprendre. Hein. Tu dis, bah, je maîtrise mon domaine, voilà, je le maîtrise depuis 10 ans. Toi, t'arrives, donc tu peux pas m'apprendre quelque chose. C'est effectivement, je pense que tu prends pas une bonne direction. Mais pour revenir sur ton point sur le front-end, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, je le vois très bien. Moi aussi qui ai une appétence plus back clairement que front, tu vois, je vois très bien ce truc, mais pour m'être frotté à du front, tu vois, en fait, je pense que c'est des, je pense qu'aussi c'est des profils différents peut-être en termes de personnes pour travailler sur du front. En fait, c'est des philosophies assez différentes et c'est Oui. du travail assez différent. Moi, ce que je vois dans le front, c'est qu'en vrai, c'est des problématiques qui me rendent fou, tu vois. C'est qu'en fait, t'as 50 000 navigateurs à supporter. En fait, ça me rend fou. C'est pas simple du tout, tu vois. C'est pareil. Aujourd'hui, je trouve que, tu vois, ranger bien ton code CSS. Alors, ranger ton code back, je vais pas dire que c'est facile non plus parce que il y a plein de façons de faire et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un domaine qui a plus de recul, en fait, tu vois. Et donc, Mm. t'as un peu plus de guide. Alors que ranger ton code front, effectivement, il y a plein de techniques, mais qui sont plus récentes. Et donc, il y a encore des sujets de discussion. En plus, ça évolue très, très vite, le front. Je pense que c'est un des domaines de la tech qui évolue le plus vite. Et donc, c'est fatigant, en fait, de se tenir à jour en permanence sur tout ce truc-là. Donc, je sais pas comment tu le vis, toi, mais moi, quand je me dis que je préfère faire du back que du front, je pense que c'est plutôt ce côté-là. Me dire, en fait, le back, plus stable, ça évolue moins vite, je suis moins dépassé tout le temps. Le front, j'ai le sentiment que faut sacrément s'accrocher en fait. Et c'est ça qui, moi aujourd'hui, je pense, me fait préférer le back que le front. Je sais pas si ça me demande moins d'efforts, mais en tout cas, j'ai un côté moins en train de courir tout le temps, quoi. Oui, bah surtout si tu fais du Rails. Enfin, du coup, la dernière expérience que j'ai aussi, c'est pas mal de. Enfin, je faisais essentiellement du front, mais il y avait un back en Rails et j'ai découvert la puissance de Rails à ce moment-là où enfin, ça fait tout pour toi, tout, t'as jamais à tout réinventer. Là où en front, bah, au-delà du CSS, même, t'as pas mal quand même de data à gérer, t'as quand même, enfin, de l'optimisation à faire. Enfin, il y a aussi de la logique. Et en plus, ce que je reproche au front, c'est que très souvent, ouais, tu te retrouves à réinventer la roue parce que comme les technologies évoluent très vite, Ouais. bah, notamment là, par exemple React, c'est seulement. Alors tu sais, il y a toujours le débat React librairie versus framework, mais c'est seulement depuis la Next notamment, enfin il y a d'autres Ouais, technos, ouais. mais où on voit un vrai framework qui arrive et qui te mâche le travail. Clairement. Mais au début de React, moi quand je m'y étais mise, c'était t'avais un petit boilerplate et t'avais tout à réinventer Ouais. et tout à faire à la main et Ouais, puis il y oh a là plein là. de questions, il y a plein de questions purement techniques où en fait personne n'a la réponse. Tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a dans le bac, dans Rails, moi j'ai l'impression que des fois il y avait des choix, souvent il y avait une réponse technique qui avait déjà été apportée par quelqu'un. Et à un moment où j'étais sur React, je me dis attends, mais là, ok, on fait du routing, tu vois, le React Router et tout. Quand il sortait au début, j'étais ah mais attends, comment ça se fait qu'on en soit là sur ce truc? C'est des problèmes déjà résolus dans plein d'autres technos. Ouais. Et moi, ça me frustrait vachement, tu vois, me disant, et en fait, en vrai, je comprends qu'il y a des gens, ça les éclate, tu vois, parce qu'en fait, c'est marrant. Mais en fonction de ton état d'esprit, ça peut être hyper frustrant de te dire, en fait, je suis en train de refaire un truc qui marche bien par ailleurs dans d'autres technos que je maîtrise. Est-ce que j'ai envie de faire ce truc-là? Quel est le gain et tout? Donc, c'était, non, voilà. Pareil que pour le front versus back, c'est des tempéraments, je pense, qui te font aimer ou moins aimer certaines. Ouais. Oui, donc aucun intérêt de dire ça c'est Bah, bien nul, ça sûr. c'est. Non, c'est la diversité en fait, c'est juste ça. C'est juste ça qui C'est fait qu'on ça. aime des trucs, mais il y a pas des technos pourris. Tu vois, je vois aussi des gens qui font des classements des langages de programmation en disant celui-là est pourri machin et tout, mais en fait. Voilà, je veux dire, il y a pas il y a les langages performants, les langages pas performants, tu vois, on classe toujours sur certains critères, mais en fait, si tous ces langages survivent et sont encore utilisés, c'est qu'il y a bien des raisons, en fait. C'est qu'à un moment, ils ont bien une utilité, c'est qu'à un moment, il y a bien des gens aussi qui aiment ce langage-là, qui s'y retrouvent, etc. Donc ouais. Donc Ouais. ne dénigrez pas les langages, sauf si c'est pour troller, c'est rigolo, mais en vrai, yes.
Est-ce que tu peux me partager une ou plusieurs expériences marquantes de ta carrière? Oui. Alors, j'ai en tête 2 fois OK. où j'ai eu des bugs en prod et qui étaient assez, bah, voilà, c'était assez marquant, hein. Ouais. La première fois, c'était, bah, quand je bossais chez Payfit où, j'avais mis en prod un bug où en fait, donc Payfit, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de gérer essentiellement les fiches de paye, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont liées, notamment, le fait de pouvoir, mettre ses fiches de paie ses notes de frais, déclarer ses absences et cetera. Et donc j'avais mis en prod un bug où quand, la une personne, hem voulait déclarer une absence. En fait, elle avait pour les congés, maladie, elle mettait ses arrêts maladie et enfin, du coup, elle uploadait le fichier arrêt maladie, elle déclarait ses absences et ça disait: «C'est bon, c'est sauvegardé» et alors qu'en fait, pas du tout, c'était juste en front, c'était sauvegardé et il y avait pas la requête qui se faisait au back et on s'en est rendu compte, donc c'était au tout début, j'étais stagiaire. Ouais, ouais, OK. J'étais mortifiée, mais vraiment c'était une catastrophe quand j'ai découvert ça. Il y avait une cinquantaine de clients qui avaient été impactés Vous avez mis combien de temps à vous en et rendre compte? quelques jours en plus. Quelques Enfin jours, ouais, donc d'accord. OK. pas enfin c'est impactant, mais c'est pas non plus horrible. Ouais. Et comment vous en avez Heu, rendu compte? Juste parce que du coup, c'est pas, tu vois? Tu vois, c'est l'utilisateur, il vient pas revoir son non, absence, en fait, il s'en fout. heu, il me semble que c'était quelqu'un dans l'équipe, soit quelqu'un dans l'équipe, soit moi, OK. où on s'était rendu compte qu'il y avait rien qui était sauvegardé dans la OK. DB en OK. fait. Ouais, qu'en fait, depuis X jours, il y avait plus ça, quoi, dans la Ouais, DB, il y avait plus de nouveau. OK. ouais, OK. que les nouvelles entrées n'avaient pas le document. Voilà. OK. OK. Et donc là, vraiment j'étais mortifiée et en fait, au final, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, Ouais. les personnes, qui s'occupaient des customers, enfin du support ont contacté et au final, ça avait pas c'était pas très grave dans la mesure où, généralement un arrêt maladie, tu le gardes. Tu Oui, vas c'est pas le vrai. jeter, Contrairement à une note de donc frais, en fait. Ouais. ouais, voilà, une note de frais qui part à la poubelle. Ouais. Non, là, moi, c'était pas l'impact était pas énorme, l'impact client, mais j'étais des juniors, c'était, la catastrophe. Heureusement, j'avais mon maître de stage, qui m'avait rassurée en me disant: «Mais non, t'inquiète pas, tu verras, des bugs, ça arrive tout le temps, T'en feras d'autres, des pires. tu feras d'autres et tu verras des bien pires» et en fait, bah, justement, ma deuxième expérience de la prod Ouais. dont je voulais parler, c'est un autre bug qui m'est arrivé, vraiment des années plus tard, où entre-temps, j'ai eu le temps de voir que ouais, des bugs, ça arrive à tout le monde et ça arrive dans toutes les circonstances. Même, bah, des fois, on voit des apps, hyper importantes qui sont down. On voit, c'était hier, il y avait Notion qui marchait plus. Enfin, on Ouais. pouvait plus ouvrir ses documents Très sur pénible. Notion. Ouais. Voilà, c'est pénible, mais Et tu peux plus travailler là en plus. ça Là, arrive. c'était Ouais. nous, tu vois, c'est vraiment le centre de chez nous, enfin chez Akazi. Et enfin, tu peux plus travailler. J'exagère, hein, moins pour les devs, mais en fait, c'est très pénible. Hein, vraiment, ça peut paralyser pas mal de choses, quoi. Ouais et mais en fait, la techno, elle est pas infaillible Non, c'est clair. et et voilà et donc ça m'a permis de relativiser au fur et à mesure des années, de me rendre compte que ça arrivait vraiment même, dans les plus grosses boîtes et donc en ma deuxième donc mon deuxième bug un peu marquant, c'était, je travaillais sur un produit qui mettait en ligne des courses où tu pouvais t'inscrire pour des compétitions. Donc tu achetais, ton dossard pour courir, par exemple, un marathon, courir, un 10 kilomètres et cetera et on était 2 développeurs et on avait, eu le fameux bug du décalage horaire. Mmh. Enfin, où en gros, Changement d'heure, c'est l ça ou? en fait, Ouais. le serveur était à Londres, donc il y a 1 heure de décalage OK. et donc il y avait 1 heure de décalage sur l'heure affichée de la DB et l'heure affichée, sur l'interface. Ouais, t'étais en C time zone Londres en fait au lieu d'être Paris, quoi. Ouais, Comme ça. Ouais, OK. grand classique, les problèmes Il y a d'heure. plein de variantes de celui-là, ouais, c'est Ah ouais
C'est un vrai bonheur, les dates, les heures, tous les développeurs sont passés par là. Mmh, mmh, mmh. Et donc, je me souviens quand on m'avait raconté, le produit m'avait dit: «Bah, en fait, il y a un client, un utilisateur, qui s'est pointé à son marathon 1 heure trop tôt», et en fait, alors j'étais Il s'est désolée pour échauffé, lui. quoi. Voilà, j'étais vraiment désolée pour lui, mais je pouvais pas m'empêcher d'être amusée en imaginant le pauvre. J'avais l'image du pauvre coureur avec son dossard sous la pluie à attendre son marathon en pestant contre les devs, qui étaient des incapables. Mais en fait, quand même, t'imagines, c'était dans le bon sens, parce que ça aurait été dans l'autre sens. Ton serveur, il aurait été, je sais pas où, là, en Asie. Je veux dire, il serait arrivé en Ouais. retard. Puis ça se trouve, à mon avis, ça se trouve, c'était quelqu'un, tu sais, c'était un lève-tard qui aurait raté le début du marathon. Donc, grâce à toi, Voilà, voilà. Il arrive je à lui ai l'heure. rendu service. Tu l'as rendu service. Mais voilà. Ok. Mais je sais pas, j'imagine que toi qui as encore plus d'expérience que moi aujourd'hui, quand il y Ouais. a un bug, bah ouais, mais du coup tu le gères avec, pas détente parce qu'il faut gérer les clients, Oui, mais oui, oui. Bah, en fait, je pense que les bugs, les vrais bugs les plus pénibles, tu sais, c'est un peu, bah, celui que t'as décrit chez Payfit. En fait, c'est un peu, ceux-là, ils sont pénibles parce que tu as pas toute la data. Tu sais, quand la data est corrompue ou ce genre de choses, quand tu dois reconstruire la data, ça c'est pénible parce qu'en fait, t'as plein ouais. de rework, entre guillemets, t'as plein de choses à refaire, potentiellement, récupérer des sauvegardes de DB, ou enfin bref, ça c'est, voilà. Quand t'as de la data loss, c'est un peu pénible. Quand t'as le bug des time zones comme t'as là, bah, ça effectivement, c'est pas grave, ça se corrige, tu mets en prod et puis voilà, tout va bien, quoi. Donc voilà, mais non, il y a des, et puis les bugs des time zones, effectivement, moi je suis passé par plusieurs boîtes. Je pense que j'en ai eu dans à peu près toutes les boîtes, entre le Ouais. front, le back, les, j'en avais je pense un marrant, tu vois, c'était en fait une image, alors je sais plus ce que c'est l'histoire, mais en gros, si tu veux, tu sais, les time zones, en fait, t'as des pays qui changent leur changement d'heure. En fait, ils déterminent leur changement d'heure hyper tardivement. Et je OK. crois que t'as un process, je sais pas, alors en fait, sur Linux, en gros, t'as un fichier de time zone qui décrit tous les changements de time zone. Et du coup, t'as des trucs assez classiques, assez réglés, comme en France, il me semble. Et t'as des pays où vraiment, c'est tous les 4 matins, ils décident de changer la semaine à laquelle ils vont changer d'heure. Et en fait, on avait des bugs, genre au Brésil ou je sais pas où, parce que c'était un peu ce mécanisme-là. Et en gros, nous, ce qu'on déployait sur notre serveur, c'était une image Docker avec du coup ce fichier de time zone qui était mis à jour par je sais pas quelle entité qui est responsable de ça. Ça doit être encore 3 gars dans un placard qui sont responsables de ce truc. Je sais pas, tu vois, s'il y a vraiment un truc officiel. Enfin, ça a l'air d'être de tenir à un fil, quoi. Et en fait, comme on déployait sur la même image Docker, elle n'était pas reconstruite. Et comme on avait l'image Docker en fait d'un truc Linux avec ce fichier qui datait d'il y a 3 mois, et ben en fait, on mettait en prod, mais il y avait pas ce changement-là qui avait été reflété. Donc on va, donc tu t'imagines la complexité du truc. Toi, t'arrives, tu dis je comprends rien. Donc quand on a dû creuser ce truc-là de time zone, donc voilà, tout ça pour te dire qu'il y a plein de variantes des problèmes de time zone et que honnêtement. Les gens qui me disent les time zones c'est facile, bon, ils ont encore de belles années de carrière devant eux. Ils mentent Ils sinon. mentent. Non, ils mentent ou ils ont pas encore tout vu, tu vois, parce que Ouais, effectivement, on te dit mettez ça en UTC et puis faites la conversion et puis c'est facile. Ouais, bah c'est super. en théorie, voilà. Ouais, clairement. Excellent. Euh, alors, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier du coup si t'avais pas été dans la tech? Alors, éventuellement, quand j'étais en troisième, j'avais envisagé j'en avais marre de l'école. Tu sais, la crise d'adolescence, c'est dur. Je trouve que c'est troisième, je crois, on a 13 ans, un truc comme ça. Ouais. C'est super violent. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter l'école, je vais devenir joaillière. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que plus tard, j'avais fait des cours de joaillerie D'accord. pendant mon cursus. On avait l'option, on pouvait faire des cours de joaillerie à l'école Boulle et c'était génial. Mais voilà, ça c'est le truc un peu Mais t'avais quand même, artistique. enfin, c'est pas un hasard, t'as pas pris ça par hasard. Du coup, t'as Bah une parce que j'avais appétence, une ouais. appétence. Ouais, Ouais. t'as Et je toujours cette m'interdis. appétence-là. Ouais, bah j'ai toujours cette appétence. Je m'interdis pas un jour de prendre ça en cours du soir. Et puis tu sais, j'aime bien rigoler en disant quand je serai à la retraite, je deviendrai joaillière. Enfin, tu sais, c'est le genre de métier où en plus il faut 20 ans d'XP, donc ça Ouais, c'est paraît un difficile peu. en vrai, ouais. Parce que c'est un métier Ouais. de beaucoup de précision en fait. Tu fais les bijoux de A à Z. En gros, tu prends du métal brut, c'est ça? Oui, tu peux sertir les pierres. Enfin, alors on avait appris dans le cours
à fondre le métal, à couper avec. Donc en gros, dans les travaux, tu peux faire ça aussi. T'as un fil qui permet de découper du métal. Ok. C'est comme une scie, mais c'est un fil. Ok. Et c'est hyper dangereux, non? Enfin, non, enfin faut faire attention à ses doigts. Ouais. Ouais, c'est ce que Mais j'avais dit. dans les travaux, c'est hyper dangereux. Mais là, c'est à la main. Donc tes mouvements sont à la main. Tu peux te couper, mais tu vas pas te couper un doigt. Ok. Et c'est des plaques de métal toutes fines. Ok. Et c'était trop bien. Mais qu'est-ce que c'était frustrant parce que dès que tu mettais c'était un boc fil, ça s'appelait. Quand tu mettais un faux mouvement, ta scie, donc ta chaîne, ton bout Ouais. de fil, il se cassait. D'accord. Et donc ça demandait une concentration énorme. Et Oui, parce que ça, c'est l'astuce, quelque chose. j'imagine, c'est que ça soit hyper fin. C'est ça qui permet de couper. C'est que ça coupe le métal parce que c'est hyper fin. Et donc, Ouais. voilà, contrepartie, c'est hyper fragile, quoi. Okay. Et il faut que ce soit tout le temps en mouvement parce que si tu mets de la tension dessus sans être en train de couper, Ah ouais? Ok. ouais, ça casse. Ah, Et combien de fois dans le cours on cassait de ouais, boc-fil. j'imagine. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Okay. Et voilà, c'est le genre de choses que je me dis Peut-être. peut-être un jour dans ma vie. Non, mais ça a l'air marrant, mais faut de la patience, je pense, parce que du coup, c'est vraiment une technicité qui s'acquiert et qui a pas l'air évidente, si tu veux. Je pense qu'il faut être adroit, faut vraiment être adroit de ses mains, quoi. Okay. Bon, mais je dis ça, mais très clairement, c'est peut-être dans une autre vie. Écoute, on verra bien, on verra bien. Est-ce que il y a un sujet particulier sur lequel tu as une opinion très tranchée? Un sujet. Attends, je réfléchis comme ça. Tac, tac, tac. Après, s'il y a rien qui te vient, c'est pas grave. Non, mais il me semble que j'y avais réfléchi en plus, et c'est juste que là j'ai un. Ouais. Ok. Hop, hop. Moi, je me souviens plus. Attends. Non, mais t'inquiète. Opinion. Non, mais y a pas un truc est-ce qu'il y a un truc qui te vient? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient si je te dis opinion tranchée? Opinion tranchée. Non, sans plus, sans plus. Non, mais t'as le droit de pas. C'est bien d'être modéré, tu sais. Non, en vrai, je dis ça, mais il y a plein de moments où je suis à fond sur mes convictions. Je suis quelqu'un en plus qui est un peu qui défend mes convictions, sur le fait que tout le monde peut faire de la tech, ça peut-être. Ouais, ok. Mais je suis un peu embêtée parce que j'avais quelque chose en tête, mais je sais plus. C'est pas grave. Me peut venir. Si ça revient, tu repasses dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans lequel tu crois? Ouais. Alors, c'est irrationnel, mais j'y mets un peu de rationnel quand même. Okay. C'est dans la chance, en fait. C'est dans le sens où je pense que la chance joue pour beaucoup dans la vie, dans la carrière, etc. C'est vraiment une histoire d'alignement de plein de circonstances. Mais je mets un peu de rationnel là-dedans parce que je suis convaincue qu'on peut aussi, le mieux, c'est de créer sa chance aussi. C'est de créer des opportunités, d'aller prendre des contacts à l'avance. Enfin, c'est de semer plein de petites graines qui, un jour, germeront ou germeront pas. Mais donc, c'est de l'irrationnel tout en ayant du rationnel en même temps. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, il y a une question de déterminisme social qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances et on n'a pas tous. Exactement. Voilà. Mais pour autant, il y a plein de choses qui t'arrivent que, c'est de la chance, mais il y a toujours si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais eu cette chance. Tu vois, ce truc-là me serait pas tombé dessus. Il a fallu que je fasse ci pour que ça me tombe dessus. Tu vois, moi j'ai un exemple marrant, c'est que tu vois, moi je me suis retrouvé à être maître de conf alors que je participe pas trop à des conf tech, tu vois. Je me suis retrouvé à être maître de conf d'une conf tech parce que j'ai été invité, parce que quelqu'un m'a vu sur le podcast, en fait, ici, tu vois. Et
bah, c'est un coup de chance, tu vois, parce qu'effectivement, ça aurait pu ne jamais m'arriver. Mais pour autant, c'est parce qu'il y a le podcast que c'est arrivé. Donc, au final, le podcast, bah, je l'ai lancé parce que j'avais envie, tu vois, et ça m'est tombé dessus. Donc, il y a une part de chance, mais il y a un moment, t'as poussé un truc qui t'a créé ça. Et du coup, bah, t'es trop content et je pense qu'il faut célébrer sa chance, faut être content d'avoir eu ce coup de chance, faut pas dire que on a que du mérite, tu vois, c'est pas parce que j'ai lancé le podcast que j'ai eu ce truc-là. Clairement, j'ai eu un coup de chance parce qu'il y a quelqu'un qui ça a plu et qui était voilà, donc c'est des circonstances. Mais comme tu dis, se créer des opportunités en voilà, faisant des choses qui nous plaisent. Je pense qu'effectivement, t'as raison, ça crée une part de sa chance. Ouais, c'est ce qui fait toute la différence. Je trouve vraiment le côté faire des choses qui nous plaisent, se donner l'opportunité, le temps. Et encore une fois, oui, comme tu dis, déterminisme social, il faut se le permettre aussi. Enfin, faut pouvoir se le permettre. Mais plus tu fais des choses que t'aimes, plus tu auras des opportunités dans les domaines que t'aimes aussi. Ouais, je suis d'accord. Oui, parce que et dans les activités. Ouais. La passion, ça se voit aussi, tu vois, quand tu aimes quelque chose, en fait, souvent et puis même, en fait, des fois, faire des trucs que t'aimes, même si ça se voit pas, c'est pas grave, ça fait du bien, quoi, t'es content, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc marrant à savoir sur toi, Alexia? Oui. Enfin, je pense à un truc en particulier. C'est que je m'amuse énormément de mes bugs CSS. Alors, quand il y a le CSS qui est tout cassé, alors des fois quand le CSS ne charge pas, quand je sais pas, je précise pas une taille à un élément et que je vais avoir une icône qui va prendre toute la page, ou alors j'ai une animation, des fois je fais des loaders ou tu sais, une animation et qu'en fait le loader il va tourner à côté, ou ça va me faire rire et en fait je vais avoir un énorme fou rire toute seule derrière mon écran. Et des fois, tu sais, je vais dire à mes collègues, regarde, trop drôle, on a qu'à mettre ça en prod. Et les gens, tu sais, ils vont avoir un petit sourire en disant, ah oui, c'est joli. Mais moi, vraiment, ça me refait ma journée. Ah ouais, ok. Une de tes joies de coder, du coup. Ouais, une des joies de coder, mais en fait, je pense que c'est lié tu sais, quand il y a des glitches dans les jeux vidéo, c'est la même chose. En fait, quand il y a un glitch dans un jeu vidéo, mais moi, ça m'amuse, mais vraiment, c'est vrai. Je suis morte de rire. Ouais. Et ben là, c'est la même chose, en fait. Tu sais pourquoi? Vraiment, non, c'est irrationnel, justement, ça te fait rire. Bref, je sais pas, c'est le côté, ça sort de ce qu'on attend. Tu sais, c'est vraiment inattendu. Il y a un comportement complètement c'est la surprise bête. Un peu, en fait. Ouais, ça paraît bête, tu sais, c'est je sais pas, les bugs dans les jeux où t'as le cheval qui va sauter en l'air, enfin tu sais, la gravité est mal codée et du coup ça va, il y a un truc qui va sauter de 10 mètres au lieu de sauter de 20 centimètres, ça va m'éclater. Bah là, c'est la même chose avec le CSS. T'aimes bien l'humour absurde un peu ou pas? Ouais. J'adore l'humour absurde. Ouais, ok. J'ai l'impression qu'il y avait un lien, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, bah, tu vois, en fait, c'est bien, tu me fais mon analyse. Ouais. Non, mais tu vois, dans ce que tu décrivais, je me suis dit, tu dois bien aimer peut-être, je sais pas, genre dans les trucs classiques, tous les Ionesco là, je sais pas si t'as lu un peu la cantatrice sur ce genre de trucs là, voilà, il y a du. Ouais, ou dans les films Jarmusch, j'avais vu un film c'est un film, enfin c'est un réalisateur, mais du coup il y a un film de Jarmusch sur les zombies et c'est débile. Il y a des situations complètement stupides et vraiment je pars en fou rire. Donc oui, je pense que c'est ça. Dupieux aussi ou pas? J'ai pas vu encore. T'as pas vu aussi? Bah regarde le gros comment dire, le gros succès là, c'est Yannick avec Raphaël Quénard là. Il est très très drôle, vraiment. Je conseille pas tout Dupieux du tout parce que moi c'est trop absurde pour moi, tu vois. Mais Yannick, vraiment, je pense qu'il est très grand public, il est très très cool, quoi. Ok, bah oui. C'est sur ma liste du coup. Du coup, on est parti sur des conseils films. Est-ce que tu peux me parler de ton livre préféré? Ou de tes lectures préférées? Ouais, ma lecture préférée. Alors, j'adore la science-fiction. Ok. Alors, en fait, quand je me suis mise depuis plusieurs années à lire énormément de littérature asiatique, parce que j'adore l'Asie de l'Est. Quand il y a eu le confinement, je pouvais plus voyager. Je me suis dit, je vais reconnecter avec l'Asie en lisant des œuvres.
Et pendant cette période-là, j'ai découvert la science-fiction chinoise. Et c'était une énorme claque parce que j'avais lu quelques œuvres assez classiques. J'avais lu Asimov. J'ai essayé Damasio, j'ai moins accroché. C'est vrai? Même l'Ordre du Ouais. Contrevent? Ouais. Ah, tu me brises L'Ordre le du cœur. Contrevent. Oh non, tu peux pas me dire ça. J'ai même Dune, je l'ai lu, mais voilà, j'ai pas réussi. L'Ordre du Contrevent, j'ai pas j'ai essayé, mais j'ai pas réussi à accrocher. Et en fait, j'ai découvert la science-fiction chinoise. Donc là, qui commence à être un peu plus populaire parce que donc j'ai commencé par Le Problème à trois corps. Ouais. Et en fait, ils en ont fait une série Netflix récemment. Tu l'as vu? Tu l'as regardé du coup? Ouais, j'ai regardé la série. Ouais. Et t'en as pensé quoi? Ça se regarde, mais c'est pas aussi grandiose en fait que les livres. Ouais. C'est rare hein, les adaptations ciné qui sont aussi bien que les livres. Hein. Enfin, je veux dire, dans le livre, il y a ton imaginaire à toi, donc il est toujours plus grandiose que ce que fera le cinéma en fait. Hein. Ouais, puis ils ont voulu aller très vite. Tu sais, c'est les réalisateurs de Game of Thrones. Et du coup, t'as l'impression que c'est le Game of Thrones de la dernière saison plus que le Game of Thrones des premières saisons où ils prennent leur temps pour tout installer. Et donc, ouais, ce que j'adore dans cette science-fiction, c'est que vraiment, ça prend le temps de mettre en place des sociétés entières avec de la tech et comment la tech alors je vais pas spoiler, mais des événements viennent heurter la civilisation humaine. Et surtout que la dimension chinoise, je trouve, est hyper intéressante parce que là, en plus, le problème à trois corps, t'as de l'histoire chinoise qui vient en tant que personne occidentale, te remettre en question sur toi, ta compréhension de cette histoire-là et puis voir que tes références, c'est pas forcément les mêmes références partout. Ouais. Et dans la science-fiction, c'est vraiment, tu te prends une claque celui-là, avec ces livres. En tout cas, en particulier la trilogie du Problème à trois corps, je pense qu'effectivement, il y a un côté, le pouvoir d'imagination de l'auteur, il est assez fabuleux, je trouve. Tu vois, pour le coup. Tu les as lus Ouais, les trois, je les ai lus. Ça fait partie de mon top 3 des bouquins que j'ai lus, tu vois. C'est vraiment c'est un truc que j'adore. Donc ouais, moi je trouve. Et puis j'aime bien ce côté aussi, effectivement, littérature étrangère que tu décris, parce qu'effectivement, je trouve aussi ça développe un peu l'empathie, tu vois. En fait, te mettre à la place ça te sort un petit peu de ta zone de confort. Et ça te permet aussi de voir des façons de penser un peu différentes, même si forcément je l'ai lu traduit, je l'ai lu en anglais. Bon, c'est n'importe quoi, il était pas sorti encore en français, donc je l'ai lu en anglais. J'allais dire, tu vois, c'est bien aussi dans une autre langue, mais en fait, là c'était débile en l'occurrence puisque c'était pas à la base, c'est en chinois. Mais je trouve ça pas mal, ouais, de littérature étrangère. Si tu trouves des trucs qui te plaisent, t'as ce petit truc en plus de te sortir de ton prisme culturel. C'est pas mal. Ouais. T'as d'autres trucs chinois, du coup, que tu conseilles? Ken Liu. Ken Liu, ouais, t'as lu? Ouais. Ken Liu, j'ai lu, La ménagerie de papier ou un truc comme ça. Je l'ai pas lu. Moi, j'ai lu. Si, c'est lui. Si, c'est lui. Hein. Il y a aussi L'homme qui arrêta l'histoire. Ah, je connais pas celui-là. Okay. C'est une nouvelle, c'est incroyable. Alors, c'est très dur. C'est très dur. Ça se passe pendant. Enfin, il y a. T'es dans un camp chinois et du coup, t'as des massacres, des choses comme ça. C'est hyper dur. Mais c'est super. Et donc je le recommande, mais il faut être un peu accroché. Ken Liu, c'est pas le traducteur de Cixin en anglais, non? Pourquoi j'ai ce truc en tête? Je sais plus comment je l'ai découvert moi. C'est Liu Cixin, tu veux dire l'auteur du Problème. Ouais. Dans ma tête, moi, alors peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, c'était Liu Cixin qui avait écrit ses propres livres en anglais. Ah ouais, ok. Mais peut-être qu'on se trompe tous les deux. Non, on fera une vérification a posteriori. Okay. Oui, il me semble parce que en fait, il y a toute une histoire. J'ai assisté, alors c'est on part un peu loin, mais j'ai assisté à une conférence du traducteur français du Problème à trois corps. D'accord. Et parce que moi, j'avais commencé à le lire en anglais. Et je l'ai relu après en français parce que je trouvais qu'en anglais, c'était trop technique pour moi. Okay. Enfin, ça me prenait trop d'efforts. Et donc, le début en anglais et en français n'est pas pareil. Enfin, c'est pas les mêmes, et en fait,
Et il expliquait, le traducteur, qu'il y avait eu mais parce que il me semble que c'est le Liu Cixin qui a écrit les deux, où il a adapté en fonction de la censure chinoise dans la version chinoise. Enfin, donc déjà il y a des trucs de censure, et aussi l'angle de est-ce qu'on connaît la révolution culturelle ou pas. D'accord. Enfin, le public anglophone connaît peut-être moins bien, ouais. Ok. Donc intéressant. Voilà. Ok. Non mais trop bien. Ok. On va vérifier tout ça. Cool. On arrive au bout, Alexia. Trop cool. En plus, je vais repartir avec un nouveau Can-You à lire là, donc c'est trop bien. Est-ce que pour clôturer l'épisode, t'as un petit mot de la fin là à partager aux gens qui t'écouteront? De dire que, alors même si on a parlé de moments frustrants, de moments de bugs, que il n'est jamais trop tard pour se mettre à la tech, et que il n'y a pas un seul profil, comme on l'a dit, pour qui la tech est faite. Il y a plein de métiers, plein d'approches à la tech, et même si en ce moment c'est un petit peu un contexte un peu particulier avec je sais pas si on peut parler de ça, mais il y en a certains qui osent dire que la bulle est en train d'éclater avec toutes les levées de fonds. Il y a un peu une bulle qui est en train d'éclater, mais ça reste quand même un secteur qui est génial parce qu'il se passe toujours 1000 choses, et c'est hyper stimulant. Donc venez, il y a de la place encore. Il y a de quoi s'amuser encore, c'est clair. Ouais. Bon, écoute, génial. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était très cool de discuter avec toi. Moi aussi, j'ai bien aimé. Chouette. Et je te dis à bientôt, Alexia. Salut. À bientôt, Mathieu. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.